Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence Adagio, organisée donc par Adagio et par la SAF. Aujourd'hui, c'est une conférence de Michel Auric qui va nous être présentée plus en détail. Juste deux petits détails pratiques avant. Les questions peuvent être posées pendant la conférence dans le chat de Zoom, pour ceux qui sont connectés sur Zoom, ou bien dans les commentaires YouTube, et on les reprendra à la fin de la conférence. Merci aussi pour ceux qui sont sur Zoom de couper vos micros de manière à ne pas perturber la conférence. Et je laisse la parole à Patrick Martinez, qui est le président de Adagio, qui va nous parler plus en détail de Michel Horry et de sa conférence. Eh bien, bonsoir tout le monde et bonne année à ceux qu'on n'a pas vu depuis le 1er janvier. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Horry comme conférencier. Alors, Michel Horry, c'est un enseignant, un astronome, mais avant tout un astronome amateur suisse du Jura, qui s'est spécialisé dans les petits corps du système solaire. Michel Horry est un observateur acharné, c'est un très très grand découvreur puisqu'il a commencé des découvertes à l'observatoire de Vic dans le Jura suisse et puis il a installé avec Claudine Riner, une astronome amateur française, un télescope au Maroc dont il va nous parler ce soir et c'est un télescope robotisé et piloté à distance avec lequel ils ont fait énormément de découvertes. Alors, Michel Horry a découvert énormément d'astéroïdes. J'ai regardé aujourd'hui le site de l'Union astronomique internationale et les scores des découvreurs. Donc, il y a un classement des principaux sites de découverte d'astéroïdes. Eh bien, l'observatoire dont nous allons parler ce soir, donc piloté en grande partie par Michel Horry, se situe 19e, tout observatoire confondu de tous les temps, avec les grands surveys professionnels comme le concurrent. Je me demande si ce n'est pas le premier observatoire amateur avec 1876 astéroïdes découverts à la date du mois de novembre dernier. Michel Horry a par ailleurs découvert une comète qui porte bien sûr son nom, une comète périodique 304P Horry. Et puis, en remerciement en honneur de tous ses travaux, un astéroïde porte son nom, l'astéroïde 67 979 porte le nom de Michel Horry. Et j'ajouterai que Michel aussi étant enseignant, c'est un très grand vulgarisateur. Il a écrit un livre qui s'appelle évidemment Chasseur d'astéroïdes, un deuxième livre qui s'appelle Chasseur de comètes, dont je vous recommande la lecture parce qu'ils sont extrêmement instructifs et écrits de façon très, très, très simple, légère et passionnante. Et puis, je crois savoir qu'il y a, dans quelques mois, un troisième livre qui s'appelle Chasseur de supernovae, qui est aussi un terrain de chasse de découverte de Michel. Bon, je crois qu'on va lui laisser la parole parce que s'il veut nous raconter tous ses travaux de recherche et de découverte, il lui faut lui laisser un maximum de temps. Donc, Michel, merci encore une fois d'être parmi nous, d'avoir accepté ce rendez-vous ce soir. Et c'est un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous. Et donc, je te laisse pour ton exposé. Merci, Michel. Merci à toi, merci à vous. Voilà, donc je vais vous parler plus en détail du projet MOS, donc un projet de recherche de petits corps du système solaire qu'on a réalisé sous forme complète d'amateurisme, disons, dans le Haut-Atlas marocain. Voilà, donc je parlerai essentiellement de ce projet, comment on l'a monté, qu'est-ce qu'on en a découvert, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui avec ce projet. Donc voilà un petit peu le sommaire de mon exposé. Donc, je ne vais pas faire la liste de tous les points, il y a 7 points. Donc, il y aura d'abord un petit peu l'historique, puis la situation géographique, comment on fait des observations en remote, les problèmes que c'est. Enfin, moi, je connais le Maroc et le laboratoire, le LPHEA, donc laboratoire de physique des hautes énergies et d'astrophysique au Maroc. En fait, au Maroc, il n'y a pas beaucoup de chercheurs en astrophysique. Il y en a quelques-uns à Marrakech et quelques-uns à Rabat. Et donc, les quelques-uns à Marrakech, ils sont à l'université Kadi Ayad, au laboratoire de physique des hautes énergies et d'astrophysique, essentiellement sous la houlette de ce monsieur ici, qui s'appelle Zouher Ben Khaldoun. Donc, moi, je les ai
rencontré ces gens en 2005 lors d'un voyage au Maroc. J'ai fait un petit peu le tournus de l'astronomie marocaine parce que l'observatoire qu'on a à Vic a été dupliqué au Maroc et il y avait déjà du même constructeur un télescope à Rabat. Donc, j'ai fait le tour de ces télescopes, ces deux télescopes. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je suis tombé sur ces gens du laboratoire de physique des hautes énergies et d'astrophysique. Donc, à l'époque, en 2005, ils avaient dans l'idée de construire un observatoire à Loukhaïmden. Loukhaïmden, c'est une montagne qui culmine à 2800 mètres au sud de Marrakech. Quand on voit Marrakech, les montagnes enneigées, ben, une des montagnes, c'est Loukhaïmden. Voilà, et donc en 2007, mais j'étais pas là-bas, ils ont inauguré ce bâtiment que vous voyez sur cette slide ici, le bâtiment de l'observatoire donc, qui appartient à l'université Kadi Ayad. L'université Kadi Ayad est sur 4 sites, dont Marrakech est un site, mais c'est une université sur 4 sites, il y a beaucoup d'étudiants, ils ont peu de moyens, mais beaucoup d'étudiants. Et puis, l'idée de ce projet a germé avec Claudine en 2010, en octobre 2010. En fait, elle avait le télescope qui est à Loukhaïmden maintenant se trouvait à Banon, dans le Luberon. Et un jour, Claudine me dit il fait trop moche dans le Luberon. Bon, moi qui observais dans le Jura, je me suis dit bon, elle exagère peut-être un peu. Et les Marocains voulaient attirer du monde là-haut parce qu'ils ont peu de moyens, ils n'avaient pas de grands moyens pour installer des télescopes. Et donc, j'ai mis dans l'oreille de Claudine que son télescope, elle cherchait un site au sud de l'Espagne. Et je lui ai mis dans l'idée de plutôt le mettre au Maroc, quoi, à 2700 mètres d'altitude, dans ce nouvel observatoire. Et finalement, les choses se sont déroulées assez rapidement. On a installé en novembre 2010 une All Sky, une station météo et une webcam sur le site pour voir un petit peu, pendant à peu près un peu moins qu'une année, les conditions météo là-haut. Il y avait déjà des études qui ont été faites, mais bon, voilà. En tout cas, pas les vents ni la couverture nuageuse. Il y avait des études de signes de fait, mais pas autre chose. Et donc, on a décidé aussi de choisir un acronyme pour ce projet en anglais. Donc, on a choisi MOS, Morocco Camden Sky Survey. Voilà. Donc, on a toujours gardé ce projet. Et donc, c'est allé assez vite parce qu'en moins d'une année, en octobre 2010, la décision était prise, enfin, le principe était pris de faire quelque chose au Maroc. Et puis, une année plus tard, ce télescope prenait ses premières images. Donc, les premières images, pour la petite histoire, le télescope de Claudine a été transporté en camping-car jusqu'au Maroc. Donc, il y a eu quelques petits aléas au passage des douanes marocaines. Mais tout s'est bien passé. Et la construction de la coupole, parce que le bâtiment de base est existant, mais la petite coupole, base de la coupole, a été gracieusement construite par Omar Hilla, c'est un promoteur immobilier de Marrakech qui a mis ses ouvriers, parce qu'il avait des ouvriers à l'époque pour construire un certain nombre de choses. Et donc, il a mis ses ouvriers pour nous construire la base de la coupole. Et la coupole vient des États-Unis, c'est une coupole H-dôme. Voilà. Le 5 octobre, c'est-à-dire quasiment une année après l'idée du projet, les premières images étaient prises. Donc moi, je n'étais pas sur place parce que les enseignants ont beaucoup de vacances, mais il se trouve qu'ils n'ont pas les vacances quand ils veulent. Donc voilà. Il se trouve que pour les premières images, je n'ai pas pu aller sur place. Mais enfin, je me suis rattrapé par la suite. Mais voilà. Donc c'est une coupole de 3,20 m qui se trouve à 2750 mètres d'altitude. Donc, le 5 octobre 2011, les premières images étaient prises et on découvrait nos premières désignations d'astéroïdes. Donc, quand on découvre un objet potentiellement nouveau, il faut une désignation provisoire. 2011, TA9, TB9 et TD9, c'était nos 3 premières désignations provisoires. Donc, actuellement, on est à plus de 5000 désignations. Donc, potentiellement, c'est un astéroïde par désignation, mais souvent, les désignations sont associées les unes aux autres et donc toute désignation nouvelle
n'est pas forcément un nouvel astéroïde. Mais enfin, potentiellement, ça peut l'être. Et dans le mois de novembre qui a suivi, donc on a découvert un géocroiseur et une comète qui porte aujourd'hui le nom de 373 Riner, P Riner. Voilà, c'est une comète périodique. Voilà. Donc c'est allé assez vite. Il y a un site, évidemment, par la suite, on a fait un site internet qui s'appelle mos-observatory.org que je vous invite à aller voir. Donc voilà, ça c'est fait ici en interne parce que ce projet est une association entre l'Université de Marrakech, Claudine Riner et la Société jurassienne d'astronomie. Moi, j'ai toujours voulu impliquer le petit groupe d'astronomes amateurs ici qui a créé l'Observatoire à Vic. Hein. On est une petite société comme Adagio ici, une société chez vous, loi 1901. Voilà. Puis après, finalement, la première découverte date de 2013, mars 2013. Donc, il a fallu attendre un petit peu parce que les astéroïdes, malgré tout, si vous les découvrez et puis potentiellement vous recevez une nouvelle désignation et ils sont potentiellement nouveaux, bah, il faut attendre des années pour que de fil en aiguille, les mesures s'accumulent, l'orbite se contraigne et finalement, si vous ne perdez pas votre désignation parce que votre astéroïde a déjà été vu par le passé, ben, vous avez peut-être la chance d'être considéré comme le découvreur. Tout ça se passe par le Minor Planet Center aux États-Unis. Il se trouve que la première découverte officielle, donc objet identifié, numéroté, c'était une comète. C'est la comète P/2013 CE31 MOS qui est devenue la 281e comète périodique. Donc actuellement, il y a à peu près 450 comètes périodiques. Donc Claudine a découvert une comète périodique, moi aussi. Et puis à MOS, on a découvert une autre comète périodique qui s'appelle la 281P. Voilà, donc avec Claudine, on a découvert 3 comètes périodiques. On a aussi un logo qui est en haut à gauche. Donc j'ai fait, un jour, j'ai reçu, parce que j'ai fait très longtemps les visites de groupe à l'Observatoire à Vic, et une fois, il y avait une graphiste qui est venue, et puis elle nous a fait gracieusement un logo elle a mis un stagiaire pour faire le logo de MOS. Donc vous voyez là le logo sur chaque slide, le petit logo MOS que je trouve assez bien réussi. Voilà, donc 2011, premières images, première découverte d'astéroïdes. 2013, première comète. 2017, 2011, premier géocroiseur. 2017, premier géocroiseur potentiellement dangereux. Mais le premier astéroïde numéroté, c'est-à-dire officiellement découvert par Claudine ou moi, c'était en 2020. Donc, cet astéroïde qui s'appelle 2011 YH15, c'était sa désignation provisoire, donc a été découvert grosso modo fin novembre 2011. Il a été numéroté, donc officiellement découvert finalement 9 ans plus tard. Donc on voit que la découverte d'astéroïdes, c'est un long processus. Hein. C'est pas on observe quelque chose qui ne peut pas être relié à d'autres choses. Et donc, il faut un long processus. Et là, le premier, c'était 9 ans. Là, actuellement, on est à une septantaine, mais donc potentiellement, il y en a beaucoup plus. Voilà. Et puis, dernière chose un petit peu différente, on a toujours observé avec un logiciel qui s'appelle Prism, y compris pour les détections, et on s'est mis à l'utilisation de Tricode Tracker. Donc, j'en parlerai juste un peu après. C'est un autre logiciel nettement plus performant, puisqu'avec une autre méthode de détection. Bien, les gens du MOS, donc il y a les Marocains, il y a Zouer qui est le patron du laboratoire de hautes énergies et d'astrophysique à Marrakech, Omar Ouchaou qui est le gardien à l'observatoire. En fait, il n'est pas gardien à l'observatoire, il est gardien de la station sismique dans un réseau international qui est sur place. Et donc, il est payé par ce réseau sismique, par les Marocains, mais il n'y a rien à faire parce que toutes les données sismiques s'envoient par satellite. Donc, il est sur place. Et donc, l'université de Marrakech l'a récupéré, entre guillemets, pour garder l'observatoire. Donc, il est là, je dirais, 1 jour sur 2 en moyenne par année. Et puis, côté français, il y a Claudine Riner et Laurent Blind
qui a fait beaucoup de développement informatique pour notre projet. Et puis, côté suisse, il y a moi et puis mon collègue Damien Lachat, qui préside aujourd'hui la Société jurassienne d'astronomie, qui s'est en partie occupé de tout ce qui est site Internet. Finalement, après 10 ans, ce projet a reçu un certain nombre d'aides. Les premières aides, c'était la Commission romande de physique et la Fondation Blorshore à Zurich. Les deux ensemble ont donné à peu près 40 000 francs suisses. Ça a permis de payer la coupole et de la cheminée des États-Unis au Maroc. Donc ça, c'était la plus grosse dépense puisque le télescope était existant. Donc ça, c'était la plus grosse dépense. Il y a aussi le centre Omar Hilla du Centre culturel Atlas Golf Marrakech qui a construit la base de la coupole. Et puis par la suite, quand on découvre des comètes, on est éligible à l'Edgar Wilson Trust Fund. Donc voilà, il y a un certain montant annuellement qui est divisé pour tous les chasseurs amateurs découvreurs de comètes. Et donc, Claudine et moi, on a découvert un certain nombre de comètes au Maroc, enfin 4, et donc on a reçu un certain montant en dollars de cette fondation. Et puis, on a aussi demandé une aide de la Planetary Society. Donc, la Planetary Society fournit une aide aux gens qui aident à détecter les objets géocroiseurs. Cette aide s'appelle le Near Earth Object Shoemaker Grant. Et donc, on a reçu une fois cette aide pour améliorer notre système. Voilà. La situation géographique, grosso modo, ça se trouve à 70 km de Marrakech au sud. Donc, on voit très bien l'Oukaïmdon de Marrakech. Donc, à 2750 mètres d'altitude. Alors, par rapport au Jura, où c'est 47 degrés nord de latitude nord, là, c'est 33 degrés nord. Donc, ça ne paraît pas beaucoup de degrés de différence, mais quand on regarde le ciel, ça fait énormément. Hein. Donc, quand je regarde depuis le Maroc, le Scorpion, par exemple, on le voit nettement, même dessous, alors qu'ici, la queue est la queue passe sous les montagnes, quoi. Voilà, donc là, c'est quelques images de la montée de Marrakech, qui se trouve à 250 mètres, jusque là-haut, où on est à 2700 mètres. Donc voilà, c'est une région un peu semi-aride. On ne peut pas dire qu'il pleuve jamais, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'humidité, mais alors il y a parfois beaucoup d'humidité, 80% d'humidité, mais il y a quand même de très grosses périodes avec 20% d'humidité, 25-30% d'humidité. Voilà. Alors à vol d'oiseau, c'est 50-70 km de Marrakech, mais monter en véhicule, en voiture, ça prend quand même 4-5 heures. Parce que les routes, évidemment, ce ne sont pas les routes françaises ou suisses. Alors, le site est là, notre coupole est ici. Donc, à l'époque, il y avait deux coupoles. Celle du projet MOS, c'est la coupole des gens de Marrakech, donc de l'université Kadi Ayad. Mais il y a venu trois invités de marque, si j'ose dire, là-haut. L'université de Liège avec la coupole Trappist Nord, l'agence spatiale sud-coréenne, la CASI, qui est venue mettre un télescope de 50 cm, les Belges 60 cm, et puis derrière encore la coupole MOS, il y a un troisième télescope d'une université saoudienne. Bon, il se trouve que ce n'est pas le télescope le plus utilisé. Je ne l'ai pas beaucoup vu fonctionner, mais enfin, voilà. Et puis, donc, de l'observatoire, on a vu sur le Toubkal, quand on regarde plein sud, enfin, pas tout à fait plein sud, mais sud-ouest, on voit la chaîne du Toubkal, le Wanakroum. Enfin, il y a 4-5 montagnes, 4-5 sommets de plus de 4000 mètres. Voilà. À vol d'oiseau, c'est 20 km. Donc, j'y suis allé une fois au Toubkal avec le gardien de l'observatoire parce qu'il est accessoirement moniteur de ski et guide de haute montagne. Donc, voilà, si vous allez là-bas, en tout cas avec lui, on s'embête pas. Hein, mais bon, il faut le suivre hein, parce qu'il a un sacré physique. Voilà. Alors, il se trouve qu'ils avaient fait des études de seeing. Ça, c'est une slide, un graphe tiré d'une étude qu'ils ont publiée en 2004.
Alors là, si on voit un signe médian de 0,84, bon, je me disais, bon, donc en gros, l'idée, c'est 75% du temps, le signe est meilleur qu'un 0,5 et 25% du temps, le signe est équivalent à 0,66. Bon, et donc, je me disais que c'était peut-être un peu excessif, quoi. Alors, je vous montre la semaine passée. Donc là, c'est le signe qu'on mesure avec ce petit appareil, la Cyclope de Alcor System. Ça, c'était la nuit du 4 janvier dernier. Donc, vous voyez, là, il y a carrément toute la nuit un signe, grosso modo, de 0,9, quoi. Donc, et puis, il y a eu plusieurs jours, signe comme ça, hein. Donc, c'est vrai que le signe est, enfin, par rapport au signe que j'avais ici dans le Jura, je dirais que c'est fois 3, enfin, divisé par 3, divisé par 3, hein, la qualité du signe. Donc voilà, il y a souvent, effectivement, enfin régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, un signe extrêmement bon. Voilà, donc pour faire du remote, eh ben, il faut vérifier beaucoup de choses visuellement, hein, parce que bon, on peut vous dire la coupole c'est fermé, mais en fait elle n'est pas fermée. Donc en pleine nuit, le mieux c'est vous tourner la coupole avec le cimier vers vous, et puis vous allumez, et puis si vous voyez de la lumière, ben, c'est qu'il n'est pas fermé. C'est aussi bête que ça, parce que bon, comment dire, euh, le moniteur de coupole peut vous dire la coupole est fermée, mais en fait, elle n'est pas fermée. Donc, il y a plein de trucs. Le télescope est parqué, mais il ne s'est pas parqué comme il faut. Donc, il faut effectivement contrôler un certain nombre de choses avec des webcams, des choses redondantes. Le télescope qui ferme en cas de mauvais temps. Enfin, l'ordinateur qui gère le programme de fermeture du dôme n'est pas l'ordinateur qui fait les images. Comme ça, s'il y en a un qui se plante, l'autre est un backup. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses à faire attention. Toujours est-il qu'en 10 ans, là, on a eu une fois de la neige dans le dôme, mais il n'y a pas eu de dégâts. Mais voilà, donc c'était quand même pas tout à fait simple de gérer une installation aussi haute, parce que quand même, de temps en temps, il y a quand même beaucoup de vent et il y a eu quand même pas mal de neige, hein. Il y a de moins en moins de neige, mais de temps en temps, il en tombe quand même facilement 10 à 15 cm d'un coup, hein. Voilà, donc le télescope, c'est 50 cm. Il est très ouvert à 3. On a une caméra CMOS SVO 6200, 6200 évidemment monochrome. L'échantillonnage est de 1,57 arcs secondes par pixel et on a 1,3 degré carré de champ. Ce serait mieux d'avoir plus, mais enfin, voilà, plus c'est plus cher, hein, les caméras. Enfin, comme ça, un télescope quand même de fort diamètre. Les capteurs 24-36, bah, il faudrait des capteurs un peu plus gros, mais je trouve que les CMOS, c'est le capteur un petit peu standard de grand format, donc voilà. Et puis, on utilise Prism pour tout ce qui est télescope, coupole, focuseur, caméra, et puis Tycho Tracker pour les détections aujourd'hui. Voilà, donc on surveille la météo, les images météo, les prévisions météo, on a la station météo, et on a le moniteur de nuages qui gère l'ouverture et la fermeture du cimier, essentiellement, quand ça se couvre. Donc voilà, typiquement, je pense que certains connaissent le logiciel Prism, donc il gère coupole, caméra, focuseur, enfin, etc. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise un petit script pour faire qui automatise un peu nos prises de mesure, hein, puisqu'évidemment, comme on fait beaucoup de champs par nuit, il faut un petit peu automatiser ça. Donc, on fait ça justement avec Prism, avec ces scripts. Donc, ça marche pas mal. Pour la détection, on utilise Tycho Tracker. Donc, Tycho Tracker est un système qu'on appelle l'ouverture synthétique. Donc, en fait, quand on a un astéroïde très faible qu'on veut suivre, dont on veut prendre une mesure, donc avec qui va assez vite ou pas finalement, mais si vous prenez une image de 30 secondes puis que vous ne le voyez pas, l'idée c'est de faire, je sais pas, 40 fois ou 60 fois 30 secondes et de décaler les images avec la vitesse et l'orientation angulaire de l'astéroïde, du déplacement de l'astéroïde.
Et donc, comme ça, vous obtenez ce qu'il y a là, les étoiles sont filées et vous avez recentré toutes vos images, vous les avez additionnées sur le déplacement à la fois vitesse et angulation de l'astéroïde. Et donc, l'astéroïde qui n'était pas visible sur une image, sur 60 est très visible. Alors, il se trouve que si vous voulez détecter des astéroïdes comme ça, le problème, c'est que vous ne connaissez pas ni la vitesse ni l'angulation de leur déplacement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, à l'idée de ce tracking synthétique, c'est d'utiliser une carte graphique extrêmement performante pour faire typiquement 1 millier d'angulation et de vitesse. Voilà. Donc, vous calibrez dans des domaines de vitesse et des domaines d'angulation. On appelle ça des traces. Donc, une trace, c'est une angulation avec une vitesse. Donc, on en fait 1000. Et donc, le programme recherche, si vous avez fait 60 images, aux 60 images, il les décale 1000 fois avec 1000 vitesses et angulations. Et donc, si un astéroïde a une vitesse ou une angulation proche de ces 1000 possibilités, eh bien, il est détecté. Effectivement, là, depuis avant, ce qu'on faisait, c'était on faisait 3 images, et puis espacées typiquement d'une demi-heure, et en faisant un petit film, en remettant les images les unes sur les autres et en faisant un petit film, on voyait les étoiles qui ne bougeaient pas et l'astéroïde qui bougeait en ligne droite. Donc voilà. Vous m'entendez? OK. Donc, 3 images, l'objet se déplace, mais là, on montait avec une magnitude un peu 20.5 typiquement, avec ce système de tracking synthétique. Donc, Tycho Tracker, on monte une magnitude de plus. Donc, il n'y a pas photo, c'est nettement plus efficace. Par contre, il fallait une carte graphique extrêmement performante sur un ordinateur là-bas au Maroc. Et puis, voilà ce qu'on obtient. Donc, chaque ligne est une mesure. Donc, on voit qu'il y a le nom de l'objet ici. Donc, c'est un nom qu'on met parce que Ori Riner, voilà, 1370. Et puis, ici, il y a la date décimale avec 5 chiffres après la virgule. Ça donne la seconde. Et puis, l'ascension droite, la déclinaison, la magnitude. Et J33, ça, c'est l'observatoire là-bas. Ces observatoires sont codifiés par une lettre et des chiffres. Donc, l'observatoire de Luca Emden, c'est J43. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a quand même des mesures à 21,8, 21,5, c'est le catalogue Gaïa. Donc, ça monte quand même assez haut. Voilà. Donc, tout se passe, dans le fond, toutes ces mesures d'astéroïdes sont collectées, réceptionnées, organisées par le Minor Planet Center, qui est un centre qui fonctionne sous la houlette de l'Union astronomique internationale. Physiquement, il se trouve à Boston. Voilà. En fait, il y a un petit bureau sur le campus de l'université de Harvard que l'université de Harvard prête gracieusement à ce service de l'Union astronomique internationale. Alors ici, on a 3 petits corps, donc astéroïdes ou comètes, on peut se demander. Donc, il y a une lune de Saturne, un astéroïde et une comète. Donc, voilà, ils ont l'air très différents. En fait, ils sont à la fois différents et semblables. Alors, très différents, visuellement, vous voyez que, voilà, celui-ci n'a pas du tout la même apparence que celui-là et celui-là. On peut demander lequel est qui. Par contre, ils ont des ressemblances. Il n'y en a aucun qui est véritablement sphérique. On voit qu'ils ont beaucoup de trous. Alors, pas forcément des mêmes trous ici et là. Hein. Là, on a plutôt, ça ressemble plutôt à une éponge. Et puis là, c'est plutôt des cratères. Donc voilà, donc ici, c'est le noyau de comète. Là, c'est Hyperion, une lune de Saturne, une petite lune de Saturne. Et puis là, c'est un astéroïde, un des gros. Donc voilà, donc, on regarde ces objets, on voit dans le fond qu'ils sont finalement, ils ont autant de différences que de similitudes. Hein. Historiquement, donc les astéroïdes, c'était historiquement quand on fait une photo comme ça, une comète, on voit une chevelure, donc du grec coma, ça signifie astre chevelu, donc voilà, on voit une chevelure. Les galaxies, bon là, on ne peut pas les confondre, hein, on en voit 2. Et puis, tous les petits points, potentiellement, c'est des étoiles, mais il se trouve que ce petit point-là, c'est un astéroïde. Donc, le mot astéroïde a été inventé préconisé plutôt par William Herschel, le découvreur de la planète Uranus,
Et l'idée, c'est, comme une comète présentait une chevelure, donc astre chevelu, un astéroïde, dans le fond, ça ressemble. Là, il y a une étoile, puis là, il y a un astéroïde. Donc, dans le fond, un astéroïde, c'est comme une étoile, c'est en forme d'étoile. Donc, un astéroïde, en anglais, ça veut dire qu'il ressemble à une étoile. Donc, effectivement, si on fait qu'une photo comme ça rapide et qu'on ne voit pas l'astéroïde se déplacer sur le fond d'étoile, bien on peut le prendre pour une étoile. Ici, on a quelques astéroïdes qui ont été visités par des sondes et quelques comètes, quelques noyaux de comètes. Donc là, c'est plutôt les noyaux de comètes, là, c'est les astéroïdes. Donc, tout ça est à taille comparable. Donc, on voit qu'il y a des noyaux de comètes plus grands que certains astéroïdes, mais que, grosso modo, les astéroïdes sont quand même nettement plus gros que les noyaux de comètes. Donc, le plus gros astéroïde de la ceinture principale fait à peu près 900 km, un peu plus. Et le plus gros noyau de comète, c'est une quarantaine de kilomètres de diamètre. Donc, c'est nettement plus petit. En général, les comètes font 2-3 kilomètres de diamètre, la partie solide. Donc, voilà. Mais finalement, quand on regarde ces objets, finalement, si vous regardez toute la liste ici, il ressemble beaucoup à la comète, le noyau de la comète Borrelly. Si vous regardez, donc il y a beaucoup de similitudes. Et en fait, ceci est une même famille, et c'est pour ça qu'en 2006, lors d'une assemblée générale de l'Union astronomique internationale, comme il y en a tous les 3 ans, donc l'Union astronomique internationale déclarait que dans le système solaire, il y avait 8 planètes majeures, et le reste, c'était des petites planètes. Donc dans les petites planètes, il y a des astéroïdes et des comètes. Et puis bon, à l'époque, il y a eu une caste intermédiaire où on a mis Pluton, parce que Pluton était la seule planète découverte par les Américains. Donc, si on prend les astéroïdes, les Américains ont raflé les 3/4, les 9/10. Et si on prend les planètes, les Américains n'avaient pas découvert de planète. Et donc, ils avaient découvert Pluton. Bon, il se trouve que Pluton, pour X raisons, est un astéroïde. Et donc, on a sorti Pluton des planètes, mais on n'a pas mis Pluton dans les petites planètes, mais on a mis Pluton dans une autre classe intermédiaire, mais qui était purement politique à ce moment-là, qui s'appelle les planètes naines. Donc ça restait une planète, comme un chien nain reste un chien. Bon, enfin voilà, les mineures planètes sont aussi des planètes mineures, sont aussi des planètes. Mais enfin voilà, on a essayé de contenter tout le monde, mais enfin il y a une définition pour ce que c'est qu'une planète naine, mais c'est un peu boiteux. En réalité, il y a des planètes majeures et des petits corps dans le système solaire. En français, on dirait plutôt petits corps du système solaire que petites planètes. Alors, il se trouve que la circulaire de l'Union astronomique internationale, c'est tout à fait un hasard, qui a déclassé Pluton, voilà, on le voit là, 134, 140 Pluton. Parce que Pluton, certains, ou une autre planète Center, voulaient mettre un millésime pour Pluton, style 100 000 ou 200 000, pour dire que c'était quand même pas un objet, déjà c'est un objet lointain, découvert très tôt, dont la taille est quand même relativement importante pour un astéroïde. Et donc, il était dans l'idée, dans les années 90, de déclasser déjà Pluton et de mettre un numéro entier. Et finalement, ça ne s'est pas fait, les choses ont traîné. Finalement, il a fallu cette réunion à Prague en 2006. Et puis finalement, pour les personnes qui auraient voulu mettre un millésime, étaient tellement un petit peu surpris de la suite des événements avec ces histoires de planètes naines, qu'ils ont attribué à Pluton un numéro vient de suite. Donc, vous voyez, Pluton. Alors là, vous avez une autre planète naine, Eris. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, pour moi, ce qui est intéressant dans cette circulaire historique, je dirais, c'est qu'il y a la découverte de ma deuxième supernova à Vic ici, dans le même circulaire historique. Donc voilà. Ma supernova est associée au déclassement de Pluton. Voilà. Cette circulaire, c'est le 13 septembre 2006. Donc, vous voyez que la réunion à Prague, c'était en août-septembre, fin août, et les choses n'ont pas traîné. Un mois plus tard, Pluton était déclassé officiellement. Alors, si on prend les découvertes, enfin les nuits observées dans le cadre du programme MOSS, donc, si on regarde, alors on a commencé en octobre en 2011, alors on était extrêmement motivés, évidemment, au début.
Donc, depuis octobre-décembre, 54 nuits, c'est beaucoup. Hein. Voilà, ça fait 3 mois, mais c'est beaucoup de nuits quand même. 54 sur 3 mois, ça fait beaucoup de nuits. Donc, ça fait 62% des nuits. Si on prend 2012, on a observé 213 nuits, ce qui est juste, quand je revois ça, je me dis que c'était juste impensable. Puis après, 182, 175, 176, 176, 196, 153, 152. Après, il se trouve que le mode du blink, donc vous regardez les petits astéroïdes se déplacer sur fond d'étoiles pour détecter les objets, bon, on n'était plus très performant, en tout cas la version de Prism. Et donc, on n'avait pas trop d'alternatives pour faire les détections. Et donc, on a trouvé aussi le Covid, donc on ne peut plus aller là-bas pour maintenir les choses quand il fallait les maintenir. Et donc, à partir de 2020-2021, ben, on a beaucoup moins observé. C'est cette double raison, le Covid, l'impossibilité d'aller sur place, et puis aussi que nos techniques logicielles étaient plus assez performantes. Depuis cet été, on utilise justement le tracking synthétique. Avec TicoTracker, on a gagné de magnitude, donc là, ça repart. Voilà, ça repart. On a observé là depuis, je dirais, septembre, à peu près une quinzaine de nuits par mois. Donc voilà, au total, on a observé plus de 1600 nuits. Donc c'est assez prodigieux. Je me rends compte que c'est assez prodigieux, mais bon, voilà, ça marche bien. Et donc, enfin, ça n'a pas toujours marché bien, mais ça marche pas mal. Donc voilà. La dernière découverte est celle-ci, donc une découverte très récente, 2022 Y6. C'est Claudine qui l'a découverte. C'est un petit astéroïde entre 16 et 30 mètres qui est passé à 2,1 fois la distance Terre-Lune le 2 janvier de cette année. Donc, vraiment un astéroïde qui est passé vraiment très proche. Deux fois la distance Terre-Lune, c'est vraiment proche pour un astéroïde. Hein. Ça peut paraître lointain pour le Kidam moyen, mais c'est vraiment... Les astéroïdes qu'on connaît qui passent à 2 fois la distance Terre-Lune sont quand même pas extrêmement nombreux. Voilà, on va passer là aussi. Donc là, c'est les premières désignations qu'on a reçues, donc les premières découvertes qu'on a plotées en fonction du demi-grand axe de l'orbite et de l'inclinaison. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que si on a pas mal d'astéroïdes découverts, bon, on retrouve les groupes d'astéroïdes. Donc ici, il y a les Troyens, ici, il y a les Hilda, là, il y a les Lungaria, ici, on voit les résonances dans les ceintures principales d'astéroïdes. Vous voyez qu'on en a découvert 2 qui sont plus loin que Jupiter, et puis on a aussi découvert des géocroiseurs ici qui ne sont pas sur cette slide. Fin 2022, on a trouvé 4 comètes, 9 NEO, dont les noms sont là. Des nouvelles désignations, mais le Minor Planet Center, suite à la montée en puissance de Pan-STARRS en particulier, et puis l'avenue de l'observatoire Vera Rubin au Chili, a changé un peu ses procédures. Ils publient beaucoup moins de choses. Ils font beaucoup. Avant, ils publiaient des classements pour chaque. Ils faisaient des choses pour chaque observatoire, si on veut. Ils envoyaient des mesures. Maintenant, ils en font beaucoup moins parce qu'ils reçoivent beaucoup plus de données. Donc, la quantité de données à traiter est beaucoup plus grande. Donc, ils font moins ce service, entre guillemets, observatoire par observatoire. Mais jusqu'à mai 2018, ils le faisaient. Et donc, vous receviez chaque mois, enfin, après chaque lunaison, un petit digeste de ce que vous aviez découvert, pas découvert, enfin, etc. Et donc, des nouvelles désignations, donc c'est des désignations qu'on reçoit lorsqu'on observe une ou plusieurs nuits un objet qui n'est pas associé à une autre observation plus ancienne. Eh bien, c'est une nouvelle désignation. Donc, on en avait en mai 2018 4705. Donc, en 10 ans en Suisse, à Vic, j'en ai eu 215. Hein. Donc, voilà. Donc, là, c'était en 7 ans, on en a eu 4000 au lieu de 200. Bon, c'est clair que ce n'était pas la même chose. Le télescope est plus ouvert, un champ plus grand, meilleur site, plus haut. Enfin, voilà. Les redécouvertes, c'est ce que disait Patrick au début. Là, on est 19e mondial, mais il se trouve que le MPC compte à la fois les découvertes et les redécouvertes. Donc, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails de ce qu'est une redécouverte, mais une redécouverte, en un mot, c'est vous avez retrouvé un astéroïde et dans le fond, pendant toute la période,
et après, on l'a observé. Et finalement, tout ça, on s'est rendu compte qu'il y en avait, après des mois d'observation, des années d'observation, qu'il y en avait déjà un autre qui était le même. Donc ça, c'est une redécouverte. Donc, c'est-à-dire pendant un certain temps, plusieurs mois, peut-être une année, une opposition, le MPC pensait que c'était un objet nouveau. Et donc après, il a été rattaché à une autre opposition d'un autre objet, d'un objet qui était le même, mais on ne savait pas. Donc voilà, ça c'est considéré comme une redécouverte. Donc voilà, donc on a 1806 redécouvertes et 70 nouveaux astéroïdes. Et il se trouve que le Minor Planet Center a un peu levé les numérotations d'astéroïdes pour une question bêtement de codification, parce qu'il manque, comment dire, pour nommer les astéroïdes, ils ont 5 caractères. Et là, il y a tellement d'astéroïdes qu'il faudra un 6e caractère pour les nommer. Et donc, toutes leurs bases sont codifiées avec 5 caractères. Et donc là, ils ont un véritable problème. Ils doivent mettre en route un autre système de codage. Et ils sont en train de faire ça. Mais voilà, ils ont freiné les numérotations d'astéroïdes. Donc, on est passé assez rapidement de 300 000 à 600 000, à 500 000. Mais depuis les 600 000, ça fait une année ou deux qui est à 600 000 et pas plus, enfin un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc voilà pour cette question de codification. Voilà. Puis des mesures qu'on a envoyées au Minor Planet Center, donc on a plus de 2 millions. Voilà. Alors effectivement, ça c'est l'année 2017, parce que jusqu'en 2018, tous les classes, le Minor Planet Center faisait des classements, il n'en fait plus maintenant. Donc voilà, donc je vous ai mis 2017, c'est un peu mieux que 2018 pour nous, mais enfin voilà. Mais en gros, ça correspond un petit peu. Donc ça, c'est par année le nombre de mesures qu'ils ont reçues des observatoires en 2017. Donc le premier, c'est Pan-STARRS, l'université à Hawaï, le deuxième, l'université d'Arizona, le troisième, l'université d'Arizona, Hawaï. Le MIT, l'Académie chinoise et nous. Voilà. Puis après, il y a le NeoWise et puis après l'Université d'Arizona. Voilà. Donc, 2017, on a quand même envoyé 464 000 mesures d'astéroïdes. Donc, vraiment, il faut y aller, il faut que ça turbine et il faut pas qu'il y ait des pannes. Et ça, c'est un challenge aussi. Il faut que ça fonctionne. Quand il fait beau, il faut que ça fonctionne. Et puis ça, c'est le classement dont évoquait Patrick au début. Donc, effectivement, il y a la 19e place de Camden Observatory. Donc, vous voyez que c'est 1960 parce que ça cumule aussi les redécouvertes. Donc, il y a les découvertes et les redécouvertes. 1960, c'est un astéroïde qu'on a redécouvert, mais finalement qui était déjà découvert une fois en 60, mais qui était perdu. Et par conséquent, voilà, la palette entre les découvertes et redécouvertes, 1960, 2017. Et il se trouve que tous les découverts datent après 2011, évidemment. Seuls les redécouverts peuvent être associés à une année précédente, 2011, évidemment, puisqu'on a commencé d'observer en 2011. Voilà, en rouge ici, vous avez les amateurs. Donc, il y a eu un très gros programme amateur au sud de l'Espagne. Il s'appelle la Sagra Observatory. Ils avaient à l'époque 4 télescopes de 40 cm pour détecter des astéroïdes géocroiseurs. Donc voilà. Et puis un japonais qui s'est mis, il s'appelle Kobayashi. Il a la position 17 qui s'est mis à utiliser des caméras numériques. Quand ici, on utilisait encore de l'argentique, parce que les Japonais ont été les précurseurs dans tous ces appareils de détection électronique. Et puis voilà, donc vous voyez qu'il n'y en a pas tellement des amateurs là dans le lot de 30. Hein. L'essentiel, évidemment, c'est des professionnels. Pour les plus belles découvertes, alors ici, vous avez les premières, c'est une comète que j'ai découverte moi en 2013 qui s'est appelée Ukaimdon. Bon, voilà, c'est parfois les décideurs du bureau central des télégrammes astronomiques décident, quand ils mettent pas tout de suite la main sur le découvreur, ils peuvent mettre le nom de l'observatoire ou du projet. Donc, on a des comètes MOSS, on a une comète Ukaimdon. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça arrive de temps en temps. Bon, comme je trouve que le mot Ukaimdon est un très beau mot, enfin, ça sonne bien pour moi. Et donc, ça ne me dérange pas du tout que cette comète, ce nom-là. Donc, c'est une comète périodique et cette comète était extrêmement brillante en 2014. Donc, elle est passée dans le champ
de Stéréo B, la sonde de la NASA. Oups, alors, attendez, voilà, je vous mets là. Donc voilà, la petite, dans le champ de cette sonde qui surveille le Soleil. Et puis elle était aussi visible à l'œil nu, mais il fallait être dans l'hémisphère sud en septembre 2014. À l'œil nu, pas tout à fait, il fallait une paire de jumelles en fait. Mais à l'intérieur d'un cockpit d'un avion cargo UPS, ils ont, avec une caméra intensificateur de lumière, ils ont photographié ma comète Oumuamua. J'étais très content d'avoir trouvé ce petit truc un peu par hasard sur YouTube. Voilà. Voilà cette comète en 2014. Donc ici, c'est des photos de Damien Pitch, un Anglais qui fait des très, très belles photos à la fois d'objets nébuleux, mais surtout de planètes aussi. Donc voilà la comète Oumuamua, hein, ici, qui passe de la nébuleuse de la Rosette, ici. Et là, donc, magnifique objet qui est monté à la magnitude 6,5 visuelle. Et puis, ce dont je suis très fier, moi, de cette comète, ben, c'est qu'elle a été étudiée par deux télescopes de classe mondiale, le Keck 2 et l'IRTF, donc deux spectrographes infrarouges situés sur deux télescopes au sommet du Mauna Kea. Et 8 molécules différentes de l'eau, le rapport entre 8 molécules et l'eau, la quantité par exemple CO sur H2O, enfin, etc., mais 8 de ces rapports avec du CH4, du C2H2, enfin, vous avez les molécules là. Donc, elle a été étudiée, enfin, 8 composants chimiques, enfin 9 avec l'eau, ont été étudiés dans les proportions par rapport à l'eau ont été étudiées dans cette comète. Donc, ce qui en fait une des 100 comètes, je pense, les plus étudiées, bah, c'est pas un hasard parce qu'elle était très brillante. Toutes les comètes brillantes sont vraiment bien étudiées en spectroscopie infrarouge. Alors ici, on a une deuxième découverte. Ça, c'est la découverte de Claudine en 2017. C'est l'astéroïde géocroiseur, le premier qu'on a découvert là-bas. Donc, on voit, il se déplace très vite hein, parce qu'il passait à 16 fois la distance Terre-Lune. Alors, le plus beau dans cette histoire, c'est qu'il a été, entre guillemets, radiographié par des tirs radio avec des antennes américaines, Goldstone, Arecibo et Greenbank, les trois. Donc, il devait être observé que par Goldstone, donc une des antennes. Et finalement, il a été observé une deuxième fois parce que l'objet était très intéressant. Donc voilà, c'est un astéroïde géocroiseur potentiellement dangereux avec deux objets de 900 mètres de diamètre chacun. Donc c'est énorme. En fait, c'est très rare d'avoir deux objets identiques dans les géocroiseurs qui ne se touchent pas. Il n'y a pas beaucoup de couples d'astéroïdes géocroiseurs dont on sait qu'il y a deux objets de taille équivalente. Souvent, comme les géocroiseurs passent très proche de la Terre, on a souvent fait des sondages radars et donc on a leur forme. Et souvent, il y a un objet allongé ou un objet et un autre qui est presque en contact, style la comète Churyumov-Gerasimenko, mais c'est très rare qu'on ait deux objets séparés de même taille. Souvent, il y a un petit et un gros quand il y a deux objets voilà. Et donc, le laboratoire a fait un petit film. Alors, enfin, on était très fiers. Hein, un petit film de l'astéroïde qu'on a découvert là-bas au Maroc. Donc, je vous passe. Hein, il y a une petite musique qui va avec. J'espère que vous l'entendrez. Alors voilà, ça c'était avec Goldstone. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit, hein, il faut absolument qu'on fasse autre chose. Donc, ils ont pris un plus grand radiotélescope, un Arecibo. Ils ont envoyé les ondes depuis Greenbank et reçues par Arecibo au contraire, je ne sais plus.
Voilà, les deux objets ont apparemment des propriétés de surface qui sont très différentes, ce qui est aussi, ce qui fait partie aussi de l'intérêt de cet objet. Donc, je ne sais pas si un jour cet objet est visité. Claudine et moi, on sera les premiers, évidemment, aux premières loges pour observer tout ça. Voilà, et donc, pour terminer, je vous incite à lire les livres que j'ai écrits. Donc, il y en a 2 qui sont déjà parus et un qui est à paraître, comme vous l'a dit Patrick. Voilà, ça concerne finalement, essentiellement, ça met en lumière les amateurs qui sont en général jamais mis en lumière. Donc voilà, il y a des amateurs, toutes les comètes, la comète Hyakutake, la comète Hale-Bopp, enfin toutes ces comètes sont des comètes découvertes par des amateurs. Donc les amateurs font certains amateurs font des travaux remarquables et donc je les ai mis en lumière aussi un petit peu avec ces livres. Là, j'explique un petit peu ce que sont les astéroïdes, les comètes, les supernovas, mais le fil conducteur, c'est souvent les amateurs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, Michel, c'est nous qui te remercions pour cet exposé passionnant et puis qui donne envie de suivre tes traces et vraiment bravo pour toute cette réussite. Je crois qu'on doit avoir des questions. Je vais laisser la parole à Frédéric, peut-être, qui va nous remonter des questions du chat. Alors, j'ai pas vu de questions dans le chat. Par contre, il y a une personne qui a levé la main un moment. Alors, je suis désolé, je vous ai baissé la main un peu rudement. Peut-être que vous voulez poser la question par oral. C'est une personne qui s'appelle, je sais plus, Picheneau. Je sais pas qui c'est, si vous avez une question. On voit votre caméra. Mais vous êtes mute. On vous entend pas parce que vous êtes muet, monsieur. Bon, sinon, en attendant, est-ce qu'il y a des questions dans le chat YouTube, Franck? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, On vous entend. d'accord. C'est Cédric, c'est ça? Ouais, c'est Cédric, ouais. Donc déjà, Vas-y. merci à ceux qui sont venus sur YouTube, parce que j'avais invité des gens sur YouTube, ils sont venus, donc merci à vous. Moi, j'avais juste une remarque, en fait, en 2017, en fait, tu mets un classement du nombre de découvertes par observatoire. Et si j'ai bien compris, donc, l'observatoire MOS, là, était premier dans le classement amateur, non? C'est ça? Ouais, c'est-à-dire moi je sais plus, alors dans les 10 ou 12 premiers, là, il n'y avait qu'un amateur, ouais. C'est ça, on était dans les 10, mais dans ces 10, tous Parce que les autres étaient des dans professionnels. le classement, j'ai l'impression qu'on voyait beaucoup de professionnels et en amateur, il n'y en a pas beaucoup. Et j'avais l'impression de voir que c'était le tien, enfin vous, qui était premier en amateur. Ouais, 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 on a été plusieurs fois premiers de 2014 à 2017-18, oui. Il faut dire que les autres amateurs que j'ai mis en lumière auparavant, donc si je reviens ici, ici, voilà, ici, le japonais, c'est au début des capteurs numériques. Donc, vous voyez, de 2002, c'est quand il a arrêté. Les Espagnols, là, qui avaient les 4 télescopes, donc ils ont fait un travail magnifique, mais ça s'est arrêté en 2015. Il y avait aussi un Américain un peu fou qui avait formé un camping-car avec télescope Centurion dedans, et puis déplacer son camping-car sous des cieux propices, enfin c'est un Canadien plutôt, qui s'appelle Bill Young, qui a découvert énormément d'objets, mais il a terminé en 2008. Et puis ici, c'est à Vichnan, c'est en Croatie, et là, c'est en Australie, donc c'est aussi assez. Comment dire, quand est venu les grands surveys, il y a beaucoup d'amateurs qui ont arrêté de détecter des astéroïdes, quoi. Et surtout depuis 2011, parce que depuis 2011, non, depuis 2010, comment dire, il y a une autre manière de gérer la nomination des astéroïdes. Donc, c'est beaucoup plus difficile depuis 2010 pour un amateur de trouver des astéroïdes
qui leur soit attribué qu'avant. C'était plus facile avant. Mais malgré tout, on en a découvert beaucoup. Mais voilà. Mais pour qu'on en ait depuis 2010, il faut vraiment monter en magnitude, quoi. Voilà. Il suffit pas d'observer des objets assez brillants qui n'ont pas été vus depuis un petit moment, ce qui était possible avant. En fait, je faisais référence au slide qui était juste avant celui-là. Ouais. Voilà. Et là sur celui-là, j'ai l'impression, à 8e position, donc vous étiez les premiers en amateur. Oui, mais plusieurs années, on a été les premiers en amateur. Ouais. Ben, il faut dire que les autres amateurs qu'on a vus avant, bah, ils ont fait ça avant. Et puis, non, mais c'est très difficile non, ce qu'il faut dire, c'est que sur le continent européen, la personne qui. Quand on a commencé en 2010, de se dire on va aller au Maroc, la personne qui trouvait le plus d'astéroïdes, bah, c'était Claudine, et puis moi. Donc, on était quand même assez. Et on a les deux observé 10 ans avant de se mettre au Maroc. Donc, on avait quand même on savait ce qu'il fallait faire pour en détecter, quoi. Mais non, c'est un petit exploit. Voilà, et ça s'est assez bien goupillé. Ça aurait pu être pire parce qu'on est allé au Maroc quand il y avait les printemps arabes. Hein, il y avait les printemps arabes juste avant. On nous disait, oui, vous allez au Maroc. Vous n'allez pas retrouver votre coupole. Donc, mais finalement, c'est une assez belle histoire. Il y a une autre question. Oui, moi j'ai une question. Voilà, allez-y. Je suis arrivée un peu en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. Il y a, je ne sais plus si c'était l'année passée ou l'année d'avant, le fameux objet qui a traversé le système solaire un peu allongé, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le Oumuamua, là. Est-ce que c'est un astéroïde? Est-ce qu'on peut classer dans une forme d'astéroïde? Qu'est-ce qu'en pense Michel? Hello, c'est Oumuamua, hein, son nom. Un U Oumuamua, donc c'est un U, donc c'est pas un P ni un C ni un numéro, donc déjà c'est un objet qui a une numérotation différente parce qu'il est différent. Le deuxième objet est venu donc c'est un objet qui a une vitesse plus grande que la vitesse qu'il faudrait pour se libérer de l'attraction solaire, donc ça sous-entend qu'il vient d'ailleurs. Et donc, actuellement, on a découvert avec certitude 2 objets comme ça. Le deuxième, je rappelle qu'il est découvert 2 ans plus tard par un amateur, un amateur russe qui s'appelle Borisov. Donc, le deuxième objet interstellaire, finalement, a été découvert par un amateur. Alors, le deuxième est une comète. Il y avait une activité cométaire. Le premier, il y a plus de doutes. Donc, apparemment, il a une orbite qui n'est pas tout à fait keplérienne et newtonienne, c'est-à-dire que, évidemment, il faut tenir compte de l'attraction du Soleil, mais aussi de l'influence des autres corps dans le système solaire. Mais apparemment, ceci et cela n'expliquent pas de manière précise sa position dans le temps, parce il a quand même été pas mal observé avec des télescopes très gros pour finalement, quand il était magnitude 23-24, on le suivait quand même pour la position. Et donc, il semble que l'évolution de la position ne peut s'expliquer qu'avec une troisième chose, c'est un petit dégazage de matériaux gazeux de l'objet lui-même. Alors, c'est pas flagrant parce qu'on n'a détecté aucune coma, parce qu'il était quand même visible, assez visible, il était de mémoire magnitude 20 quand on l'a découvert, mais il quittait déjà le système solaire, enfin, il avait déjà passé le Soleil. Mais là, on a quand même détecté qu'il n'avait pas de coma, donc qu'il n'avait pas de dégazement visible sur une image, même avec de très gros télescopes de classe 8-10 mètres. Mais par contre, sa trajectoire ne s'explique pas qu'avec de la gravitation et des déviations gravitationnelles. Apparemment, il y a une petite composante gazeuse qui... Voilà. Mais après, on est un petit peu dans les marges d'erreur des positions. Donc, la chose n'est pas très claire. Mais visuellement, c'est pas une comète, ça c'est clair, comme l'était le deuxième qui s'appelle Borisov.
Et au niveau de la forme, des objets de cette forme-là, dans notre système solaire, on en a ou pas? Alors celui-là, ce qui était bizarre, c'est qu'effectivement, on a fait on a fait sa courbe de lumière, donc avec de gros télescopes, on a fait sa courbe de lumière, et il se trouve que entre la luminosité maximum et minimum, il y avait un facteur de mémoire 10, ce qui est énorme. Ça veut dire que l'objet est de temps en temps, il apparaît avec une surface apparente 10 fois plus grande que d'autres fois. Donc, ça sous-entend que cet objet est fortement allongé et peut-être aplati. Donc, la meilleure illustration, semble-t-il, pour expliquer les courbes de lumière qu'on a faites, c'est une sorte, c'est pas tellement un cigare, comme on l'a dit au départ, mais plutôt un pancake. Donc, un objet quand même relativement aplati, quoi. Qui tournait, je ne sais plus, la période de rotation, de mémoire, c'est quelque chose comme 8 heures. Mais apparemment, à part le fait que cette courbe de lumière soit relativement inhabituelle dans les objets qu'on découvre, bon, voilà, il a sans doute rien d'extraterrestre. Merci. Moi, j'en profite, j'ai une question aussi, enfin j'en ai quelques-unes. Je voulais juste savoir le fameux AYY6 là, qui est passé à 2 fois la distance Terre-Lune, il avait à peu près quelle taille? Et est-ce qu'on le sait? La fourchette, c'est 16-30 mètres. Ah d'accord, ok. C'était la fourchette. C'est la fourchette. Maintenant, il est plus visible, hein, et il doit avoir une magnitude maintenant 22, 23. Enfin, il serait visible, mais la vitesse fait qu'il. Donc, il a été vu jusque peu avant ce passage. Parce qu'il faut bien voir que quand il passe à 2 fois la distance Terre-Lune, dans une caméra où on a un champ, mais pas d'un demi-degré, sur un demi-degré, il s'en va hors du champ quand même assez rapidement. Hein. Quand un objet passe très proche de la Terre, style 2 fois la distance Terre-Lune, c'est vraiment proche, donc il ne va pas rester longtemps dans le champ. Donc ça veut dire qu'il faut faire des pauses. Des pauses de 10 secondes, c'est même déjà trop long, quoi. Hein. Et il gambadait à 400 arcs secondes par minute, hein, donc quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement rapide. Et donc, il n'a plus été observé, mais voilà, dans les observations qu'on a, la fourchette qui est donnée, c'est entre 15 et 30 mètres. Mais il n'y a pas eu de courbe de lumière non plus. Ça aurait été intéressant de faire une courbe de lumière parce que c'est un petit objet, donc peut-être il tourne assez vite sur lui-même. Mais ça n'a pas été fait parce qu'il était quand même, il avait magnitude 19,5. Alors, ça ne peut pas être. Alors évidemment, si vous montez jusqu'à la magnitude 21,5, ça paraît brillant, mais si ça va vite, c'est quand même pas si brillant que ça. Donc c'est très difficile quand même de faire une courbe de lumière. Donc personne ne s'est mis à faire cet objet en courbe de lumière. D'ailleurs, il a été découvert par Claudine. Moi, je l'ai observé 3 jours plus tard. Il y a quelques-uns qui l'ont observé en Angleterre, en Croatie. Et puis, aussi en Arkansas. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a su après ces mesures, après cette semaine d'observation, je dirais, qui passait à 2 fois la distance Terre-Lune. On voyait bien qu'il allait très vite et qu'il était proche, mais voilà. Mais aucun amateur n'a fait une courbe de lumière. Et par comparaison, ça correspond à quoi? J'ai pas idée de taille. Par exemple, l'astéroïde qui est tombé sur la Russie il y a quelque temps, là, il faisait combien de taille? Parce que j'ai du mal à m'imaginer ce que ça veut dire 15-20 mètres. Je pense que c'était de la même taille. C'était ça, oui. Okay. Ouais, je pense que c'était, sauf erreur, c'était 10-15 mètres, celui-là, non? Ouais, okay. Celui de la Russie, là. Après, les dégâts, ça dépend beaucoup de la composition. Hein. C'est des objets très poreux, donc volumineux, mais très peu massifs, ou si c'est des objets compacts et très massifs. Donc, la vitesse aussi peut varier
je sais pas, de 10-15 km/s à 70-80 km/s. Donc, c'est clair que c'est, comme la vitesse est au carré, donc Ok. ça fait énormément de différence. En plus, si ça vient frontalement face à la terre ou dans le dos, les vitesses s'additionnent ou soustraient, donc ça change beaucoup, quoi. Donc oui, la taille ne suffit pas pour comparer les dégâts potentiels d'un objet. D'accord. Non. Par contre, cet astéroïde double de 900 mètres, alors là, il est potentiellement dangereux, mais c'est clair qu'il est passé à 16 fois la distance Terre-Lune, ce qui, pour 900 mètres, est très proche. Hein. Oui. Pas beaucoup non plus qui sont détectés aussi gros. Parce que tous ceux qui passent proches, à quelques, disons, entre l'orbite des satellites géostationnaires jusqu'à 10-15 fois la Lune ou 20 fois la Lune, il faut dire qu'à peu près tous, il y a des tirs radars sur eux pour avoir leur forme. Hein. Et donc, dans les 650 000 astéroïdes numérotés, donc qu'on connaît, on sait exactement où ils sont, etc. On a une idée de leur taille. Quasiment tous, on n'a pas la forme. Hein. On a une idée de la taille par la luminosité, parce qu'on dit que l'albédo doit être doit être à peu près ceci, et puis ça fixe une taille par rapport à la brillance. Mais les géocroiseurs, donc ça c'est pour les astéroïdes de la ceinture principale, donc la majorité, on n'a ni la forme ni la taille, on a juste une vague idée de la taille, parce que la brillance ne donne pas la taille quand même. Hein. Très longtemps, Pluton on croyait que c'était 10 000 km, et c'est finalement beaucoup moins, parce qu'on se trompait sur l'albédo, justement. Eh bien, contrairement à ça, les géocroiseurs, on a un échantillonnage bien meilleur, parce qu'il y en a comme une bonne fraction qui ont été vues avec des tirs radars. Et donc, on peut dire, par exemple, dans les géocroiseurs, sauf erreur, il y en a 5% qui sont binaires. Parce que là, on a un échantillonnage bien meilleur. Je ne sais pas, sur les 15 000 astéroïdes géocroiseurs ou 20 000 découverts, je ne sais plus de tête, je pense qu'il y en a peut-être 700, 800 dont on a fait la courbe de... On a des images comme vous avez vu là, parce qu'on a fait des tirs radars quand ils sont passés près. Donc ça veut dire, sur 15 000, on en a presque 1000 ou 700 ou quelque chose comme ça. On a la forme et on a la période de rotation parfois. Et donc, on a une idée bien meilleure de ces objets-là. Donc, c'est pour ça que souvent, on donne des comparaisons avec ces géocroiseurs, parce qu'on les connaît quand même bien mieux. Pas forcément la surface, mais la forme et la taille. Et la forme, alors, elle est importante par rapport au fait qu'ils puissent un jour entrer en collision avec la Terre? Non, la forme Pas forcément. n'est pas importante. Non, ce qui est important, j'imagine, c'est l'état de surface. On a vu que ces sondes américaines et japonaises qui ont pris des échantillons sur 2 astéroïdes un peu carbonés, ça n'a pas été de tout repos. Hein, parce qu'ils avaient une surface extrêmement accidentée, et en tout cas pas du tout. On avait à peu près une forme géométrique parce qu'on avait fait des occultations. Mais la surface elle-même, il y avait des gros rochers sur les deux. Hein, et c'est des objets extrêmement poreux. Et donc ça, c'est aussi chaque fois une surprise quand on voit un nouvel astéroïde avec une sonde. Je dirais que les spécialistes sont toujours surpris de ce qu'on observe. Quoi. Mais la forme, n'impacte pas. C'est la masse et la vitesse. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Franck, dans le chat côté YouTube? Non? Ah, vas-y. Alors, si, attendez 2 secondes. C'est mon tricot tracker, là. Voilà. Alors, ce qui est absolument indispensable, c'est de suivre les découvertes, quoi. Je sais pas, donc il y a une page d'alerte. Le Minor Planet Center, un site internet, et il a aussi sur ce site internet une page des confirmations.
qui s'appelle Neo Confirmation Page, donc la page des confirmations des géocroiseurs nouvellement découverts. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces objets en général sont petits, passent proches, donc ils vont très vite, donc ils changent rapidement de brillance, ils sont très peu longtemps visibles, et en plus, quand ils sont visibles, en général, ils vont vite, donc difficilement détectables. Et donc, avec des outils comme DicoTracker, le tracking synthétique, ou des outils où on peut, qui s'appelle Track and Stack, donc vous additionnez vos images sur la vitesse et l'orientation de déplacement de l'astéroïde, et donc vous obtenez une image comme il y a là. Donc là, c'est très utile pour avoir des positions parce que une bonne partie de ces géocroiseurs n'est pas assez mesurée. Et donc, l'idée des Américains est de détecter 90% de tous les objets géocroiseurs de plus de 140 mètres. Et donc, on est encore loin du compte. Enfin, on est peut-être à la moitié du compte, mais c'est très important. Il ne suffit pas de les détecter un jour. Il faut avoir une orbite. Et pour avoir une orbite, il faut avoir beaucoup d'observations, enfin plusieurs observations sur des mois d'intervalle si possible et sur plusieurs oppositions aussi. Et là, les amateurs font un boulot énorme. Hein. Et les professionnels le reconnaissent. D'ailleurs, cette aide de la Planetary Society qu'on a reçue, hein, elle aide les astronomes amateurs à soit faire des courbes de lumière sur ces géocroiseurs, parce que c'est important aussi de savoir un petit peu comment ils tournent sur eux-mêmes, etc. Mais aussi de les suivre. De les suivre pour améliorer leurs orbites. Parce qu'évidemment, si on pense que effectivement ces objets sont potentiellement dangereux et qu'on peut prédire leur impact futur, je rappelle que pour l'instant, il y a 3 objets qu'on a détectés avant qu'ils percutent la Terre. Il y en a un qui a fini au Soudan, il y en a un qui a fini en Afrique du Sud, et un 3e qui a fini dans l'Atlantique. Donc 3 petits objets qu'on a détectés et on a prédit exactement là où ils allaient tomber. Ils sont tombés là. Et pour l'un des 3, celui qui est tombé au Soudan, on a des morceaux de l'astéroïde. Donc effectivement, depuis qu'est mis en place cette espèce entre guillemets de track de chasse d'astéroïdes, depuis qu'il y a eu des crédits avec ces films Armageddon et consorts, les Américains, la NASA a mis beaucoup de moyens. D'ailleurs, elle finance le Minor Planet Center. Et grâce à la NASA et ses fonds, il faut dire que ce travail de détecter 90% des plus de 140 mètres géocroiseurs bat son train. Et voilà, c'est une menace. Alors, c'est une menace qui est peut-être moins grande que si vous conduisez à 180 km/h sur la route. Mais c'est une menace réelle et à long terme, c'est une menace certaine, ça c'est sûr. J'ai peut-être juste l'occasion d'aller un peu plus loin sur cette question, parce que j'en avais une autre, moi, personnellement, mais est-ce que connaître tous les géocroiseurs, est-ce que ça suffit à protéger la Terre, en fait? Parce que, quelque part, les géocroiseurs, c'est des astéroïdes qui ont une orbite périodique. Donc, une fois qu'on connaît leur orbite, on peut calculer si dans un temps plus ou moins long, ils vont avoir une chance de percuter la Terre. Mais il y a aussi d'autres objets qui n'ont pas cette périodicité-là. Et par exemple, des comètes non périodiques ou des astéroïdes qui changent d'orbite à cause de collisions ou de perturbations. Donc, quelque part, c'est bien de connaître les géocroiseurs, mais est-ce que ça suffit à complètement protéger la Terre de ce risque-là? Alors, vous avez parfaitement raison. Je dirais que, comment dire, moi, je suis un peu sceptique face à. Il y a eu cette mission DART, là, etc. Ouais. Je suis un peu sceptique sur cette défense planétaire. Hein. Je suis plus que sceptique parce que un objet comme Chicxulub, là, alors, ok, ça arrive tous les 10 millions d'années, 20 millions d'années, etc. Mais il n'y a aucune parade possible. Hein. Et puis, effectivement, les plus dangereux sont les plus gros et les plus rapides. Et potentiellement, les plus gros, les plus rapides sont, par définition, ceux qui sont loin. Parce que s'ils sont gros puis qu'ils sont proches, on les aurait détectés. Donc, voilà, donc les plus gros et les plus rapides sont les plus dangereux et on les détectera peut-être
un mois avant qu'il nous percute. Donc voilà, il y a peu de potentialité, effectivement. Mais ce qu'il faut dire, c'est cette mise de moyens colossaux aux États-Unis pour chercher ces géocroiseurs a permis quand même de mieux connaître tous ces astéroïdes et les familles, etc. On a fait beaucoup de découvertes indirectement à cause de ça. Donc, je dirais que ce n'était pas inutile. Alors, on peut se dire, oui, on a découvert 500 000, 600 000, 700 000, à quoi bon? Oui, peut-être, à quoi bon, mais dans le fond, ils nous racontent tous un peu une autre histoire, parce que on a pris actuellement des échantillons de 2 astéroïdes, ça nous raconte des histoires, et si on va sur un troisième, ça nous racontera une troisième histoire, et donc voilà. Donc, je pense que tout ça n'est pas inutile. Si on regarde les moyens mis en œuvre avec ces télescopes, souvent c'est des anciens télescopes, style champ de Schmitt et autres, qu'on relift pour faire ça. Donc je dirais, à part quelques autres télescopes qui ne font pas que de la détection d'astéroïdes comme Pan-STARRS, dont c'est juste annexe, et le LST c'est aussi annexe, je dirais que voilà, c'est pas ça qui va ruiner le monde de l'astronomie professionnelle, la détection des astéroïdes. Mais par contre, si le plus probable, c'est qu'un objet proche nous percute, ça c'est le plus probable, parce que se trouve que le Chicxulub, là, c'est un objet proche. Non, pas le Chicxulub, je m'excuse, le Chelyabinsk, là, en Russie, c'est un objet proche. Ouais. Et c'était un petit, mais un objet proche, donc prévisible. Donc lui, on aurait pu prévoir. Donc on aurait, par exemple, pu avertir les gens de Chelyabinsk en disant qu'il fallait peut-être pas regarder par la fenêtre et autres. Donc voilà. Donc, pour les gros, parfois, une certaine fatalité. Pour les petits, effectivement, il y a moyen de manœuvrer, mais si on le sait bien à l'avance, on peut aussi évacuer une région, etc. Après, on peut s'en moquer, on peut ne pas s'en intéresser, mais vous n'empêcherez pas certaines personnes de vouloir étudier ces astéroïdes statistiquement, etc., et de les détecter. Donc, voilà, donc si on les détecte, autant les étudier. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patrick, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro tout à l'heure. Oui, j'ai vu passer une question, quelqu'un qui demandait qu'est-ce que c'est que le NEO. Alors, les objets qui passent proche de la Terre, donc en gros, c'est 1,3 unités astronomiques. En deçà de 1,3 unités astronomiques, sont déclarés comme étant des objets Near Earth Object, donc des objets proches de la Terre. Et en français, on dit plutôt géocroiseur. Enfin, ce mot a été inventé par Alain Maury. Donc voilà, il cherchait, que vous connaissez peut-être, donc il a découvert pas mal de géocroiseurs, surtout maintenant avec des moyens aussi amateurs au Chili. Il en a découvert aussi quand il était au Mont Palomar, il a découvert 2 comètes aussi. Et comme c'est un francophone, il s'est dit que bon, tous ces noms américains, ces acronymes américains, c'est sympa, mais en français, on peut utiliser d'autres choses. Donc il a inventé le mot de géocroiseur. Sinon, moi, j'avais une question plus pratique. Aujourd'hui, il faut atteindre quelle magnitude pour découvrir les astéroïdes? Est-ce que jusqu'à la magnitude de 20, tout est découvert? Il faut passer à la 21 ou y a-t-il encore des espoirs pour des magnitudes plus lumineuses? Celui-là que vous avez dans l'image, là, il est à 20,9. Je dirais qu'il faut un peu au-dessus de 21. Oui, parce que sinon, après, oui, on peut en détecter, mais si on en détecte un tous les 10 fois qu'on observe, bon, on se lasse un peu, quoi. Donc, il faut, pour en détecter, il faut automatiser. Parce que si on est à combattre son ordi et son télescope pour essayer de détecter quelque chose, donc après une nuit, il nous faut une semaine de repos, quoi. Donc, il faut que ce soit automatisé et puis il faut monter en magnitude, je dirais. Alors, il y a 2 stratégies. Il y a des amateurs qui trouvent des géocroiseurs brillants mais qui vont très vite.
qui ont un extrêmement grand champ. Donc, pour ça, il faut un télescope de petit diamètre. Comme ça, avec une petite caméra, on aura un champ un télescope de petit diamètre avec une ouverture assez grande. Donc, typiquement, je sais pas, un télescope de 25 cm, voilà, mais ouvert, avec une grosse ouverture, 2,8 typique, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, même une caméra, les caméras CMOS ont des pixels tellement petits qu'on pourra avoir après un champ avec un petit capteur, on aura quand même un grand champ. Donc, l'idée est avec le tracking synthétique, là, donc d'aller dans toutes les vitesses et les orientations, enfin le plus possible, en fonction de la carte graphique. Bah là, on a des chances de découvrir des géocroiseurs. Par exemple, Christophe de Méotis, qui avait découvert une bonne fraction des astéroïdes au départ, là, quand il y avait encore l'association Aude qui listait les astéroïdes, s'est remis avec un télescope de 25 cm, un epsilon de 25 cm ou 28, je ne sais plus, avec justement un grand champ et une caméra CMOS avec Tycho Tracker. Il a détecté ces dernières années, je ne sais plus, de mémoire, 4-5 géocroiseurs, mais donc des objets de magnitude typique 19, mais qui allaient très vite. 18,5, 19, mais qui allaient très vite. Parce que ces objets qui sont très brillants et qui vont très vite, ben, les surveillent, les manquent un peu, quoi. Ou alors, l'autre technique, ben, c'est de monter à magnitude 21,5. L'idéal, ce serait 22. Ben bon, voilà. Et puis, de couvrir quand même assez de champs. Mais si on monte jusqu'à magnitude 21,5, enfin, si on a quand même un gros instrument avec un petit champ, il vaut mieux privilégier de monter en magnitude plutôt que faire 15 000 champs. Parce que, évidemment, la plupart des astéroïdes non connus sont quand même pas les moins brillants. Donc, si on gagne une magnitude, on gagne plus qu'un facteur 2 en astéroïde. Ok, merci beaucoup. Il y a d'autres questions qu'on m'a mis dans le chat, là, qui viennent de YouTube. Peut-être que je peux en parler, là. Il y a une question de Fabien Benistan qui dit « Merci, extrêmement intéressant. Je débute dans la détection. Quels seraient vos conseils ?» Facile. Je ne sais pas trop, ça dépend un peu du matériel, des outils utilisés, mais beaucoup de... Alors, pour en détecter de nouveaux, bah, beaucoup de patience, et puis beaucoup de méthodes, voilà. Et puis pour en détecter, pour en observer des connus, bah, ça c'est la meilleure manière de se mettre la main à l'étrier, je dirais. Comme ça on peut voir ce qu'on fait, quoi. On peut comparer ce qu'on fait. Puisque les objets sont aux positions connues et aux vitesses connues, aux magnitudes connues, donc voilà. Donc on essaie de retrouver les vitesses, les magnitudes, enfin, etc. Et comme ça permet de voir un petit peu quelle magnitude on peut approcher, avec quelle vitesse, enfin, ce genre de choses. Au zénith, à 30 degrés sur l'horizon, parce qu'évidemment, si on dit magnitude 21,5, c'est quand le télescope pointe au zénith, ou bien quand il pointe 25 degrés au-dessus de l'horizon, c'est pas la même chose. Enfin voilà, puis il faut commencer par des objets connus. Alors les géocroiseurs, c'est sympa, ou les comètes. Alors les comètes, c'est sympa parce qu'elles ont chaque fois des formes différentes. On est toujours surpris quand on les photographie. Puis les géocroiseurs, c'est sympa parce qu'en général, il y a toujours des brillants qui passent proches. Donc ça fait quand même des belles images. On voit un objet qui se balade assez facilement. Voilà, c'est pas des fantômes comme une partie des objets qu'on détecte, nous. Ok, il y a encore des questions. Je continue avec ce que Cédric m'a remis là dans le chat, par exemple. Une personne qui dit « Bonsoir, je n'y connais rien, mais j'aimerais savoir si les constellations de satellites artificiels rendent ou rendront plus compliqué la recherche d'astéroïdes. » C'est une bonne question, je trouve. Ouais. Alors, bon, nous, il se trouve qu'on n'observe pas très proche de l'horizon côté Soleil.
avant le lever, après le coucher ou avant le lever. Voilà, parce que si on veut monter en magnitude, il ne faut pas aller trop bas. Donc voilà. Mais il se trouve que les grands surveillants qui observent partout, y compris dans des régions intéressantes que sont justement proches de l'horizon, à l'est et à l'ouest, eux sont très très embêtés parce qu'évidemment ces objets, ces constellations ne sont pas très hautes, donc c'est en début de nuit ou en fin de nuit qu'ils sont encore éclairés par le soleil. Quand ils sont côté nuit, c'est des objets qui n'ont aucune influence, aucune importance, aucune influence, puisqu'ils sont tellement petits, même si on en met 1 million, ça ne change rien au problème. S'ils étaient toujours côté nuit, ça ne poserait aucun problème. Mais le problème, c'est que quand ils sont encore éclairés par le soleil, ils sont assez brillants quand même, ces objets. Pardon ? Il y avait un micro ouvert. Ah, donc quand ils sont éclairés par le soleil, effectivement, oui, c'est un vrai problème. Et pour le projet l'observatoire Vera Rubin, là, anciennement LSST, ils sont inquiets. Hein, oui, ils sont inquiets. Ils sont en train de faire des algorithmes pour enlever les trajectoires de ces constellations de satellites. Donc pour enlever les... Parce que bon, si vous avez 36 trajectoires lignes blanches sur votre photo, vous échouez peut-être de faire l'astrométrie, la photométrie, tout simplement parce qu'il y a trop d'objets qui sont dans ces lignes. Donc, ils sont en train d'essayer de développer des algorithmes pour enlever ces lignes. C'est un peu dramatique, je trouve. Enfin, bon, bref. Parce que bon, ces constellations de satellites, c'est bien beau, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir du très haut débit, Internet très haut débit au milieu de l'Antarctique, au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique. Bon, voilà. Et puis finalement, ces réseaux ne servent qu'aux riches. Hein. Donc, on peut couvrir la planète entière, mais c'est pour les riches. Hein. Oui, bonne remarque. Donc, les riches ne sont pas partout sur la planète, hein, je dirais. Quelques-uns sur un bateau, ok, ils aimeraient peut-être avoir de la 5G au milieu du Pacifique, oui, peut-être, mais ouais. Ils peuvent déjà, s'ils sont très riches, avoir déjà des relais satellites et autres, hein, ça existe déjà, mais là, évidemment, on veut qu'on puisse le faire avec un simple téléphone. Donc, il faut beaucoup de satellites dans le champ, donc voilà. Il faut toujours un satellite proche. Donc, il en faut beaucoup, mais c'est un peu une catastrophe. Hein. Il n'y a aucune réglementation. Donc, sauf faire la dernière réglementation qui limite un peu entre guillemets, les colonisations d'engins artificiels dans l'espace, ça date de 68, hein, un peu avant l'émission Apollo. Ça date un peu, quoi. Alors, il y a une petite réglementation de l'UIT, sauf erreur, pour l'orbite géostationnaire, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ok. Il y a encore des questions. Du coup, je continue. Là, on les met dans le chat. Quel argument, donc c'est Sébastien qui demande quel argument nous permet de dire qu'on a trouvé tel pourcentage d'astéroïdes? Alors, depuis que j'observe, 2000, j'ai toujours entendu on a découvert tant, il en reste tant. Et en fait, depuis que j'entends, on a découvert tant, il en reste tant, il en reste toujours plus. Donc, je dirais, ça dépend le type qui a fait l'étude et à quelle date il a fait l'étude. Donc, voilà. Et on se réfère à cette étude. Mais il se trouve que, en général, c'était toujours sous-estimé de ce que j'ai vu moi. Le nombre d'astéroïdes a toujours été sous-estimé. Peut-être pas les tout gros, mais les tailles les plus modestes ont été beaucoup sous-estimées, le nombre. Alors après, c'est un échantillonnage, et puis on utilise un peu de statistiques, puis un peu d'échantillonnage pour faire un calcul global. Hein. Je ne sais pas trop comment on s'y prend, mais c'est plus ou moins précis. Ça donne, je dirais, ça donne une fourchette basse, je dirais. Ok. Donc j'ai encore une question sur une question YouTube que m'a remise Franck. Ah ben non, on l'a déjà faite, l'histoire des constellations de satellites. Du coup, sauf erreur. Tu as parlé du futur télescope Vera Rubin. Quand est-ce qu'il doit être mis en service? Je crois que c'est assez imminent.
Et une fois qu'il sera en service, est-ce que ça va changer la donne pour les amateurs? Est-ce qu'il va siphonner les astéroïdes ou comètes que l'on peut encore espérer découvrir et ce qui va vider notre potentiel? Bon. Pour donner une idée, donc il est prévu 10 ans de fonctionnement. Les comètes, comme j'ai écrit ce livre sur les supernovas, j'ai un peu creusé la chose, donc on découvre à peu près chaque année maintenant 20 000 supernovas. Ce télescope Vera Rubin en 10 ans est supposé détecter, sauf erreur, 10 millions de supernovas. Bon, on voit un petit peu la différence avec un seul télescope et tout le reste. Donc, sur 10 ans. Hein. Donc, il faut diviser par 10 pour avoir... donc, voilà. Donc, c'est quand même prodigieux. Et puis, même chose sur les comètes, les astéroïdes et autres. Les professionnels se sont beaucoup posé la question du stockage de toutes ces données, parce que ça représente un volume colossal, donc c'est décentralisé. L'autre problème, c'est l'analyse de ces données. Hein. C'est aussi un gros problème. Alors, ils sont moins, pour l'instant, évidemment, il y en a qui s'y collent, mais pour l'instant, il y en a moins qui s'y sont collés, mais d'abord, ils se sont dit il faut stocker et puis pas perdre ces données, donc les stocker de manière sûre, en plusieurs places, voilà, avec des redondances, etc. Et puis après, il y a l'analyse de toutes ces données, mais c'est gigantesque et je pense que tout ça va être ouvert. Enfin, un certain nombre de choses sera ouvert. Donc, je pense que les amateurs ont plus à tirer profit de cette affaire en ayant bidouillé dans ces données que de faire d'observer eux-mêmes. Mais je pense qu'effectivement, il sera beaucoup plus difficile on disait déjà ça avant, hein, mais là, on passe quand même à un niveau nettement plus élevé, en volume. Mais on disait déjà la même chose avec Linear puis Pan-STARRS. Puis finalement, voilà, si on y met les moyens, si on y met les moyens un peu techniques et un bon site, avec un télescope assez ouvert, avec un champ, on détecte quand même encore des choses. Mais c'est vrai que même là-haut, on détecte beaucoup de choses, mais c'est finalement des miettes de tous ces surveys, quoi. Ces surveys détectent une quantité incroyable d'objets et on découvre quand même certains objets, mais c'est toujours la même chose. Si vous découvrez une supernova et qu'on en découvre 20 000 par an, vous en foutez. Et qu'on en ait découvert 20 000, finalement. Vous avez découvert la vôtre, qui est dans UGC 1526, et puis voilà. Et puis c'est vous qui l'avez trouvé, et puis on a fait un spectre, c'est une type 1A ou je ne sais pas quoi, et voilà, ça ne fait pas grand-chose pour la science, mais pour celui qui la découvre, c'est sympathique. Finalement, il faut changer de métier, il faut plus être observateur, il faut être informaticien. Je pense, oui. Déjà aujourd'hui. Hein. J'ai retrouvé un certain de mes astéroïdes à Vic que j'avais trop peu observé. Je les ai retrouvés dans des archives américaines, moi. Donc, alors il faut un moment pour savoir comment les consulter, etc. Mais une fois qu'on sait, c'est un volume d'observation qu'on ne peut pas faire, même si on a un télescope à côté de chez soi. Hein. Donc, ne pas oublier les archives. Hein. Il y a des amateurs qui ont découvert beaucoup de comètes dans les images SOHO et autres, quoi. Donc, la science participative avec ses programmes ouverts, je pense que le LSST, là, Vera Rubin, là, je pense qu'il y aura une partie ouverte parce qu'il y a trop de choses à checker, quoi. Personne ne s'amusait à trouver ces 10 millions et tous les algorithmes du monde ne trouveront pas tout. Il y a juste à ce sujet-là, Cédric qui suggère qu'il faudrait ouvrir pour faire du calcul partagé comme le programme Boink. Alors, je ne connais pas. Cédric, peut-être que tu peux le dire. Le programme Boeing, l'ancêtre de ce programme-là, c'était SETI.
C'est ça. Ah oui, les données, oui. Voilà. Ça Donc, tournait en fond, en tâche de fond. C'est c'est ça. ça. Et en fait, on envoie des mini-calculs à faire à tout le monde. Mm. Et comme c'est des petits bouts de calcul, ben, avec un PC personnel, ça fonctionne. Et après, c'est centralisé sur des grosses machines. Mais c'est ça, c'est ce c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le calcul participatif. Et je pense que ça serait chouette moi, de pouvoir faire ça. Ça se Alors, fait déjà. Il y a déjà pas mal de programmes qui existent. Hein. Mais sur les futures données là, que tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup, ça peut être intéressant. sauf erreur de ma part, le consortium qui est derrière ce télescope SST, là, sauf erreur, s'est approché de Google pour justement faire quelque chose aussi de participatif, quoi, d'ouvert. Ne serait-ce que pour rendre public la base de données, quoi, organiser tout ça. Mais je pense qu'il y aura une partie qui sera accessible. Parce que Non, je mais vois pas l'intérêt de tout garder. ça serait génial. Et je suis sûr en plus que les gens seraient contents d'y participer parce que là, on parle de sciences astronomie, mais si on regarde, par exemple, pour le Covid, eh bien, ces calculs partagés a explosé pour tout ce qui était recherche contre le Covid, par exemple. Donc, à mon avis, ça peut créer des engouements ben, chez les particuliers, quoi. Oui, il y avait un programme qui s'appelait Zounivers qui était fait pour identifier des formes de galaxies, je sais pas quoi, qui a bien Oui, marché. Non, mais j'ai participé à ça. Ouais. les astronomes professionnels ne sont pas sots. Hein. S'ils peuvent gagner quelque chose de la main de du temps de calcul, etc., il faut juste la personne qui l'organise, qui le fasse, enfin, etc. Mais je pense que des choses comme ça vont se faire. C'est inimaginable qu'il ne se passe rien avec cette base de données absolument gigantesque qu'il y aura, quoi. Ce télescope, en 10 ans, va stocker plus d'images que tout ce qui a été fait sur tous les télescopes mondiaux, quoi. Donc, c'est totalement affolant, quoi. Du coup, on aura peut-être un moment où on aura trop d'images et pas assez de temps pour le traiter. Il faudra peut-être arrêter de prendre des images et prendre le temps de traiter les autres. C'est pour ça qu'il y a encore des découvertes à faire dans les images d'archives, y compris dans les Et tout plaques à fait. photographiques. Et même, je prends un exemple parce que moi, j'utilise le programme Bionic. On exploite encore des mesures de Arecibo. Ouais. Ben oui. Donc, voilà quoi. Même ces sondes spatiales, hein, les données vikings, je ne sais même pas si on a tout traité les données vikings, je ne suis pas certain. Ou peut-être qu'on va les retraiter avec des idées nouvelles, des algorithmes nouveaux, des hypothèses nouvelles, j'en sais rien. Mais et je pense que les données voyageurs de ces dernières sondes, on est loin d'avoir fait le tour. Hein. Idem pour les programmes au sol. Hein. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'après ce que je vois dans le chat, il y en a encore une qu'on n'a pas abordée et c'est tout. Donc la question c'est, on m'a conseillé de traquer sur l'écliptique logique, mais est-ce que beaucoup sont découverts en dehors de cette ligne? J'ai pas exactement bien compris la question. Ouais, L'écliptique logique, ça ne veut rien. L'essentiel des astéroïdes découverts sont de la ceinture principale, et puis l'essentiel de ces astéroïdes de la ceinture principale ne sont pas très inclinés sur l'écliptique. Donc, en gros, ils se baladent dans le plan des planètes. C'est la majorité des astéroïdes connus. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, si on cherche des astéroïdes, il faut chercher le long de l'écliptique. Oui, sauf que les surveillent beaucoup le long de l'écliptique. Donc, voilà, il y a des sondages profonds sur l'écliptique, parce qu'on cherche les TNO et ce genre de choses. Donc voilà, les objets rapides, il faut les chercher partout. Si vous voulez, les objets rapides, les géocroiseurs rapides, ils ne sont pas sur l'écliptique, ils sont n'importe où. Hein. Parce que en gros, si vous arrêtez la rotation des étoiles et que vous regardiez juste le déplacement de l'astéroïde par rapport aux étoiles sans faire tourner la Terre, donc je ne sais pas, il viendrait de tous les côtés, hein. Y compris
y compris en mouvement rétrograde pour certains. Donc voilà, il y en a qui sont très inclinés. J'en ai trouvé un là au mois de décembre qui avait une inclinaison de, qu'est-ce qu'il avait, 49, je crois. Donc bon, c'est quand même, il ne peut pas dire qu'il est dans l'écliptique. Hein. Ouais. Ok, et il y a une dernière question effectivement que je n'avais pas vue. Donc merci Jean-Christophe. Peut-être, enfin vous en avez peut-être parlé, mais les observations se font-elles aussi en remote depuis votre pays d'origine? C'est-à-dire depuis la Suisse. J'ai pas trop compris la question, effectivement. De toute Ah façon, oui, oui, non, en mais je remote, fais ces observations. Là, je suis devant mon portable, ouais. et derrière mon portable, il y a mon ordi de bureau, quoi, et je l'ai fait depuis là. Donc voilà, je l'ai fait depuis ici. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment du remote. Avant, je les faisais dans le salon. J'ai commencé dans le salon. Pourquoi? Parce que les choses étaient beaucoup moins sûres. Donc quand je me levais la nuit pour aller aux toilettes, je passais dans le salon pour voir un peu ce qui se passait. Et oui, parce que dans le fond, il n'y a aucune assurance. Hein. Tout ce qu'on a fait avec Claudine là-bas, c'est pour notre pomme si ça tombe en rade. Hein. Donc, on n'a pas envie que ça reste ouvert, qu'il pleuve dedans, qu'il neige dedans. Ce qui est arrivé une fois qu'il neigeait dedans. Bon, heureusement, il n'y a rien eu de grave. Mais donc, c'est pour notre pomme. Hein. Il n'y a aucune institution qui va nous donner 3 francs 6 sous pour faire fonctionner le truc s'il y a un problème. Et donc, on est très précautionneux, et moi, d'utiliser le matériel avec le plus d'efficience et le moins de, comment dire, le moins de déplacements. On minimise tout, quoi. Vraiment. Hein. On ne cherche pas n'importe où. On minimise vraiment les déplacements du télescope, on minimise les déplacements de la coupole. Quand on peut ouvrir juste le haut du cimier, pas le bas, on n'ouvre que le haut du cimier. Parce que c'est vite vu, hein. S'il y a le bas du cimier qui se bloque, par exemple, voilà, vous devez aller au Maroc, faire quelque chose, peut-être qu'il faudra changer une pièce. Vous avez 6 mois, on peut compter 6 mois que ça ne marche plus. Hein. Donc, en général, un amateur, il est tout feu, tout flamme au départ. S'il veut faire des photos des comètes qui sont à gauche, à droite, ok, ça va bien. Mais s'il veut détecter des trucs, il ne faut pas aller n'importe où. Non, il faut faire des zones et puis utiliser le matériel avec parcimonie, quoi. Maximum, mais minimum d'utilisation, déplacement, tout ça, et le maximum d'efficacité, quoi. C'est voilà. Après les ordis, bon, c'est autre chose, hein. Mais voilà, c'est pas comme si c'était à 10 km et puis qu'on puisse y aller et puis refaire ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Donc là, pas. Hein. Puis accessoirement, là-haut, il y a des fois une activité électrique extrêmement importante, quoi. Puis les mises inter sont pas top. Ils ont fait des mises inter à l'observatoire là-haut, mais qui sont pas top, hein, parce c'est de la roche carrément, et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Même les Belges professionnels là, se plaignent. Donc voilà, quand il y a, par exemple, des fois on coupe tout quand il y a un orage et qu'on sait qu'il va y avoir un petit peu d'activité électrique, quoi. Bon, parce qu'on a déjà perdu 2-3 choses, la station météo 2 fois avec des orages, etc. Donc voilà, il faut essayer de gérer son matériel au mieux. À l'armée, on vous explique que le matériel, c'est ce qui est le plus important. On s'en fout du type qui a son fusil, là. C'est le fusil qui est important. Bon, je n'étais pas trop pour, mais dans le fond, c'est vrai. Parce que si vous avez votre télescope qui est loin, s'il est foutu, vous ne faites rien. Donc, s'il y a un problème, donc il faut vraiment réfléchir à l'utiliser au mieux et le moins le solliciter, quoi. Mais avec le maximum d'efficience. Donc voilà. Après, s'il est à côté de chez vous, c'est un autre problème. Ok. Je ne sais pas si cette fois on a épuisé les questions. Peut-être que Patrick. Alors, il y a des messages de remerciements et de félicitations un peu partout dans le chat, hein, voilà, évidemment. D'ailleurs, je m'y associe aussi. Peut-être Patrick, tu veux faire une petite conclusion ou...
Eh bien, je voudrais remercier à nouveau Michel pour cet exposé brillant et l'envie qu'il nous donne d'aller observer le plus possible le ciel. Et puis remercier tous les participants qui sont restés nombreux jusqu'à la fin. Et donc, j'espère que tout le monde a passé une bonne soirée. Et puis, je crois que tu as fait l'enregistrement et puis peut-être qu'on pourra avoir les diapositives disponibles pour ceux qui voudront télécharger. Oui, il n'y a pas de souci. OK, on mettra ça à disposition. Bon, ben, merci encore une fois et merci à vous. À très bientôt pour des nouvelles sur les télescopes. Merci à vous, hein. Bonne soirée, bonne année. Merci bien, Michel.